Dans cette deuxième partie de la conférence, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent du savoir et de son application concrète. Bernard distingue trois types de savoir, le savoir à proprement parler, le savoir-vivre et le savoir qui s'exprime à travers l'action. Il affirme qu'il existe une relation entre ces trois savoirs, mais il insiste sur l'importance d'un nouveau savoir vibratoire qui transcende les aspects psychologiques et mémoriels. Selon Bernard, il n'est pas suffisant d'avoir uniquement un savoir d'expérience ou un savoir mémoriel. Pour que ces savoirs soient réellement intégrés dans la vie d'un individu, il faut que son énergie créative soit également activée. C'est cette énergie créative qui permettra au savoir de devenir instantané et créatif, plutôt que simplement expérimental ou existentiel. En ce qui concerne le savoir mémoriel, Bernard explique qu'il est basé sur la mémoire et les impressions. Bien que cela permette à l'homme de construire une personnalité égoïque, ce savoir n'est pas suffisant car il bloque les forces créatives de l'individu. La différence entre le savoir mémoriel et le savoir pur réside dans le fait que le savoir pur peut englober le mémoriel et le mettre en perspective. Cela permet à l'individu de bénéficier pleinement de ce savoir. Cependant, Bernard soulève également un problème lié à l'utilisation du savoir mémoriel dans la société. Lorsque le savoir mémoriel devient vitalisé et utilisé par des forces sociales, il peut être pollué et perdre sa valeur originale. Un exemple donné est celui des industries technologiques qui, en utilisant leur savoir mémoriel, peuvent polluer l'environnement et affecter la santé des individus. En conclusion, Bernard insiste sur la nécessité de développer un nouveau savoir vibratoire qui intègre les savoirs mémoriels et vivants, afin de permettre une application créative et bénéfique dans tous les domaines de la vie. Le conférencier critique la façon dont l'industrie traite l'environnement, en donnant de l'argent au gouvernement pour étouffer les problèmes de pollution plutôt que de s'engager dans une véritable rénovation. Il souligne que l'homme possède trois personnalités potentielles, une fausse, une vraie et une réelle, et que seule une synthèse entre les deux premières peut créer une personnalité réelle. Il met en garde contre les personnalités vraies, comme les fanatiques, qui peuvent conduire à des actes contre l'évolution. Il explique que le savoir mémoriel n'a pas de suivi dans le développement de l'action et manque de conscience. La conscience, en revanche, a une vision à long terme et peut donner une continuité au savoir mémoriel, lui donnant une vitalité qui correspond à l'organisation et à la technologie de la société. Il termine en expliquant que la conscience travaille de manière particulière, ayant des vues à long terme et agissant selon son activité. Pour illustrer cela, il donne l'exemple de la construction d'un centre de recherche scientifique et de la mise en place d'un système de téléportation. La personne affirme que la nouvelle science cosmique ne peut pas être activée immédiatement en raison des conditions politiques actuelles, de la polarisation de la politique mondiale, de l'espionnage, des tensions entre les Russes, les Américains et la Chinois, etc. Elle explique que si une technologie permettant la dématérialisation de l'être humain était créée, cela entraînerait des problèmes politiques et écologiques majeurs. Elle affirme que la science doit attendre la création d'un nouvel équilibre après le déséquilibre actuel. Elle souligne que les scientifiques doivent faire preuve de discernement avant de se lancer dans de nouvelles inventions, car elles pourraient être utilisées à des fins néfastes ou être neutralisées par les forces sociales. Elle mentionne également qu'il existe des inventions connues mais aussi des inventions inconnues provenant des plans astraux, qui représentent toutes les possibilités créatives de l'humanité. Finalement, elle indique que sur le plan de l'évolution, où l'homme travaille avec le plan mental pur, la connaissance et la science ne font pas partie des archives de l'humanité. Selon l'auteur, il existe d'autres civilisations dans l'univers qui possèdent une connaissance scientifique plus avancée que l'humanité actuelle. Cette connaissance n'est pas accessible pour l'homme sur le plan astral car elle ne fait pas partie du patrimoine collectif de l'humanité. L'auteur affirme également que l'homme ne pourra pas développer une science cosmique sur Terre tant qu'il sera trop influencé par ses émotions et restera subjectif dans sa démarche scientifique. Il faut donc attendre que l'humanité se conscientise davantage pour que les scientifiques puissent travailler avec une conscience cosmique, sous le contrôle d'un gouvernement invisible. Ce gouvernement invisible serait en mesure de se protéger des énergies négatives et pourrait collaborer avec des civilisations extraterrestres pour résoudre des problèmes tels que la pollution. Selon l'auteur, il y aura éventuellement une catégorie d'hommes capables d'apporter une conscience à la science grâce à leur connexion avec l'énergie éthérique. Ces hommes pourront se déplacer sur Terre de manière non matérielle et interagir avec les scientifiques et les décideurs pour contribuer à l'évolution de la civilisation. Un homme ayant une connexion avec le plan éthérique ne peut pas l'utiliser pleinement car il y a des limitations.
Il peut seulement s'approcher d'objets ou de technologies spécifiques jusqu'à une certaine distance en fonction de son taux vibratoire et de sa conscience. Il ne peut pas toucher, pénétrer ou se former dans les laboratoires de ces objets. Il y a un contrôle absolu et des limites imposées. Le phénomène de découverte simultanée dans des endroits éloignés de la planète est un moyen de taquiner l'homme. C'est pour faire réaliser à l'homme que derrière le mur de l'espace et du temps, il y a une activité importante sur les plans parallèles qui influence l'évolution sur Terre. Cela montre que l'homme n'est pas le seul à diriger le spectacle et qu'il a encore beaucoup à apprendre des sphères subtiles. Ces phénomènes de synchronicité visent à faire prendre conscience à l'homme de l'existence d'une réalité au-delà de ses sens et à le faire comprendre que sa propre évolution dépend de cette activité. Dans le futur, ces phénomènes seront considérés comme normaux et feront partie de la conscience ordinaire de l'homme. Cela lui fera réaliser qu'il n'est pas le seul à contrôler les événements. Il est également mentionné que lorsque l'homme sera plus conscient, il pourra communiquer télépathiquement et programmer des rencontres grâce à cette connexion télépathique. Cependant, l'homme actuel ne se connaît pas encore lui-même et n'a pas encore goûté à sa propre réalité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde le concept de l'action et de son lien avec la vibration et le temps. Il explique que la plupart des actions que nous posons sont souvent suivies d'une correction, car nous manquons de conscience pour comprendre les lois de l'action et les réaliser en fonction de notre vibration. Il ajoute que nos émotions, notre impatience et notre mental peuvent interférer avec le temps de l'énergie, créant ainsi des dissonances dans nos actions. Pour poser une action pure et parfaite, il faut que celle-ci coïncide avec la vibration et le temps de l'énergie. De plus, Bernard de Montréal souligne l'importance de la conscience et de l'énergie cosmique pour déterminer le bon moment d'une action. Si nous sommes suffisamment ajustés à notre vibration, nous pouvons reconnaître intuitivement le moment propice pour poser une action. En mettant notre action en harmonie avec l'énergie, nous évitons les interférences et les dissonances, permettant ainsi une meilleure organisation de l'énergie cosmique pour notre évolution individuelle. Bernard de Montréal évoque la possibilité pour les êtres humains d'atteindre un stade d'immortalité et de continuité de conscience, où ils peuvent se séparer de leur corps matériel et entrer en contact avec des intelligences présentes dans des sphères invisibles qui ont jadis organisé la vie humaine. La programmation des actions est donc réalisée par ces intelligences qui font partie de chaque individu. Dans ce texte, il est question de la présence d'un double cosmique chez chaque individu. Il constitue la partie cosmique de l'homme. Ce double évolue dans des sphères parallèles invisibles et a pour fonction d'instruire l'homme sur les lois de l'énergie et de l'amener vers la lumière. L'auteur affirme que l'homme a vécu l'involution en descendant dans la matière pendant des millénaires, mais maintenant il est prêt à évoluer et à fusionner avec son double cosmique pour vivre une continuité dans sa conscience. Ces sphères parallèles sont puissantes et créatives, elles donnent au cosmos toute sa vitalité et organisent les événements de manière synchronisée et chronologique. L'auteur mentionne également le phénomène de la voyance, qu'il considère comme une réalité prouvée et qui devrait être étudiée plus sérieusement par les scientifiques. Il déplore le fait que certains scientifiques restreignent le développement de la science par peur du jugement de leurs pairs, alors que d'autres pays, comme la Russie et les États-Unis, continuent de mener des recherches en parapsychologie. Cette conversation, Bernard de Montréal et François Perrier discutent de l'importance d'avoir une ouverture d'esprit et une intelligence pour comprendre que la vie et l'évolution de l'humanité ne sont pas limitées. Ils soulignent que même si les hommes de science peuvent être intelligents, ils doivent également être conscients du temps et travailler en harmonie avec celui-ci. Bernard de Montréal explique que lorsque l'homme saura qu'il y a un temps pour chaque chose, il pourra prendre le temps nécessaire pour agir sans souffrir des conditions psychologiques de l'ego. Il affirme que l'intelligence dépasse la sagesse car elle permet à l'homme de devenir un canal d'énergie créative. Il discute également de l'importance du savoir-vivre, qui est lié à l'équilibre, à la conscience et à la beauté. Bernard de Montréal conclut en expliquant que lorsqu'il est conscient, l'homme n'est plus influençable et peut choisir ce qui est bon pour lui-même. Dans cette conversation, Bernard de Montréal exprime son aversion pour la publicité. Il explique que l'homme a été manipulé et déçu à plusieurs niveaux, et il ne peut donc pas attendre qu'on lui fasse confiance. Par conséquent, il préfère s'adresser aux individus par le bouche à oreille et leur donner le temps d'assimiler sa nouvelle vision des choses. Il est conscient de la nécessité de donner à l'homme de l'espace et du temps pour s'habituer à une nouvelle conscience. De plus, Bernard de Montréal mentionne qu'il a un emploi du temps chargé et qu'il doit également prendre du temps pour sa vie personnelle. Il conclut ainsi qu'il ne peut pas faire de la publicité. Lors d'une discussion,
la personne parle de sa difficulté à faire de la publicité car cela crée des demandes qu'elle ne peut pas satisfaire. Elle explique qu'elle se produit elle-même et qu'elle ne souhaite pas être exploitée de manière non intelligente dans des publicités. Elle souligne l'importance de contrôler le rythme de ses actions et de contenir son énergie, pour éviter de créer une psychose collective dans les publics. Elle explique que chaque mot qu'elle prononce est soigneusement choisi pour apporter une énergie créative dans le monde. Elle souligne également que nous devons apprendre à prendre la forme à un autre niveau dans le domaine du savoir et de l'intelligence. Elle donne l'exemple de l'équation einsteinienne pour montrer qu'elle peut transformer sa vibration pour lui donner une nouvelle résonance. Elle explique ensuite que la lumière ne vient pas de l'espace, mais est le résultat de l'échange vibratoire entre différentes couches de conscience atomique. Elle conclut en expliquant qu'elle ne souhaite pas parler de l'équation et souligne qu'il est important de ressentir le temps pour éviter de devoir corriger ses actions. Selon Bernard de Montréal, dans son action, l'homme doit être patient et avoir une sensibilité au temps. Il est important de comprendre que tout ce qui nous est dû doit venir à nous, mais aussi que nous avons une volonté et une intelligence créative qui peuvent nous conduire vers ce qui nous est dû. Moins nous sommes conscients, plus notre vie est soumise à des probabilités, tandis que plus nous sommes conscients, plus notre vie devient certaine et nous pouvons travailler avec le temps. Certaines actions ne peuvent être connues ou réalisées qu'à un moment précis dans le futur, lorsque les forces de la vie sont intégrées à notre ego. En tant qu'hommes, nous ne pouvons pas aller contre les lois de l'énergie, mais nous avons la capacité de travailler avec elle si nous sommes conscients. Ainsi, il est important d'être sûr avant de passer à l'action, mais cela implique de comprendre que la certitude nécessite une mise en jeu proportionnelle à l'enjeu. Les lois de probabilité sont des lois de l'âme qui montrent à l'homme qu'il est soumis à un monde plus puissant que lui. Cependant, dans l'évolution, ces lois de probabilité seront dépassées et l'homme aura accès à sa destinée, à programmer sa vie et être en connexion avec sa propre énergie lumineuse. Les lois de probabilité sont une expression de la vitalité planétaire qui échappe au contrôle de l'homme. Elles représentent toutes les forces inconnues par définition.